Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les jeux de dés. Et il y a un jeu de dés qui m'a particulièrement marqué ces dernières semaines, après que je l'ai acheté il y a plusieurs mois, parce que c'était en financement participatif, c'est Too Many Bones. Voilà, je vous en ai proposé une vidéo avec mon ami John, qui adore également ce jeu, qu'il avait découvert dans sa VO il y a plusieurs années. Enfin, ça y est, c'est en FR. Et maintenant, chose qui devait arriver, il y a sa première extension en VF qui arrive, Undertale. Et c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi dans cette vidéo. Je remercie Lucky Duck Games qui m'a proposé de découvrir cette boîte en VO, mais bien sûr que si vous décidez de participer, eh bien vous aurez votre exemplaire en VF. Et si vous aussi vous voulez découvrir qu'est-ce qu'il en est de ce financement participatif, quelles sont les boîtes qui vont arriver, les add-ons, les exclusivités, les personnages aussi, eh bien je vous laisse tout simplement cliquer dans le lien dans la description. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Eh bien on va découvrir bien sûr l'intégralité du matériel de Undertale, on va le découvrir en unboxing, on va découvrir progressivement ce que la boîte contient pas à pas, mais aussi les spécificités que le jeu propose, c'est-à-dire les deux nouveaux personnages, les nouveaux plateaux de combat, les tapis de combat, les nouveaux ennemis aussi, parce qu'il y a deux nouvelles classes d'ennemis qui sont très particulières dans cette boîte-là et qui vont notamment interagir avec les tapis de combat, mais aussi et bien évidemment les boss qu'on va essayer d'affronter dans ce nouveau chapitre de Too Many Bones. Donc je vous laisse vous installer confortablement comme d'habitude pour profiter de cette vidéo avec moi. Découvrons ça ensemble les amis, c'est parti! Bienvenue les amis dans cette vidéo spécialement dédiée à la toute nouvelle boîte Undertale qui va sortir enfin en version française. C'est Lucky Duck toujours qui nous localise ça ici en France. C'est Chip Theory Games qui était derrière bien sûr le jeu au succès qu'on lui connaît. C'est toujours à partir ici de 12 ans pour 60 à 90 minutes, même si je pense qu'encore une fois c'est sous-estimé. Et cette fois-ci, particularité de cette boîte, c'est qu'il n'y aura que deux personnages, deux Gearloc qui sont représentés juste ici, des Gearloc plutôt féminins, alors que la boîte de base qui était juste ici nous en proposait 4. On va voir dans un premier temps tout ce que la boîte contient, on va la découvrir ensemble et ensuite on va revenir sur les spécificités eh bien, des mécaniques de jeu, des ennemis, peut-être qu'on va tous les voir ensemble aussi, les baddies, les vilains aussi qu'on pourrait retrouver avec leurs jetons. Il y a deux nouvelles classes qui apparaîtront dans cette version là, on va les découvrir ensemble et aussi bien sûr les plateaux personnages des Gearloc, des deux Gearloc qu'on pourra trouver dans cette boîte-ci. Déjà je vous propose de comparer au niveau des boîtes, celle-ci est un petit peu plus grosse parce qu'il y avait 4 personnages, hein, mais on va la mettre de côté et on va s'intéresser à ce pourquoi vous êtes ici, c'est donc de découvrir cette boîte Undertale. Donc déjà, hein, si on regarde sur la boîte, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, on voit qu'il y a un radeau, peut-être des créatures aquatiques, les deux personnages, un qui va gérer, on voit des épées, mais ici peut-être un instrument de musique. Je vous spoil pas pour le moment, on verra ça tout à l'heure. Allez, ouvrons ceci. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Donc, on va retrouver eh bien, le livret d'explication de règles à l'effigie d'une des deux Gearloc, toujours aussi bien détaillé, toujours aussi bien fourni, avec les nouvelles créatures qu'on verra tout à l'heure. Tout ce qu'on va dire ici, ça, vous le retrouverez là-dessus. Et il y a aussi un live battle qui nous permettrait donc d'arriver directement dans ces nouvelles mécaniques pour peut-être votre première partie. Le livret est très bien fait, la qualité est au rendez-vous, ça c'est juste parfait. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, Chip Theory Games, hein, que vous connaissez toujours avec leur jeu à succès et la qualité de leur jeu, si vous voulez aller y jeter un œil. Et là, on entre dans le vif du sujet. Tout ce qu'on pourra trouver dans cette boîte-là, regardez, il y a tout qui est très condensé, mais avec la qualité matérielle, comme je vous disais, qui est au rendez-vous. Ici, eh bien, on a deux compartiments de cartes. Le premier, on va l'ouvrir ensemble, je crois que c'est les loots, exactement, voilà. Toujours, hein, ça c'est pas du carton, hein, c'est plastifié, donc s'il y a des petites éclaboussures pendant vos parties entre copains, eh bien, pas de souci à ce niveau-là. Des nouveaux loots classiques, mais aussi des nouveaux loots, ils sont là, les classiques, et des nouveaux loots à débloquer qui seront verrouillés. Je vais pas vous spoiler, on va pas les regarder ensemble. Des nouveaux ennemis, hop là. Donc, l'abomination, Volkesh, une sorte de dragon, Nobulus, hein, peut-être qu'il fait partie de notre famille, Barnacle, qui est probablement la créature qu'on voit sur la boîte avec ses différentes tentacules,
Colossum, un gorille qui a l'air plutôt balèze, et la femme, la reine gobelin. C'est, si vous avez joué déjà à la boîte, la première boîte, la boîte d'origine, eh bien, il y avait son mari, il y avait le roi gobelin. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant. Si vous aimez le lore, si vous aimez l'univers de Too Many Bones, c'est encore plus savoureux à découvrir, parce que ces créatures-là, les ennemis, même les personnages qu'on pourra rencontrer pendant l'aventure, eh bien, il y aura toujours une petite référence à la première boîte, et ça fait toujours son petit effet. Car, si vous ne le savez pas, eh bien, même si Undertow peut être considéré comme une extension des différents jeux, avec les personnages que vous pourrez acquérir aussi pendant la campagne de financement participatif, eh bien, c'est aussi un standalone, c'est-à-dire que vous pouvez très bien découvrir le jeu avec cette boîte-là, même si on y reviendra encore une fois. Je vous le conseille peut-être pas, parce que les personnages sont plutôt atypiques et plutôt difficiles à diriger, mais vous pouvez très bien découvrir cette boîte-là sans connaître l'univers, et donc de commencer le périple et découvrir l'univers de Too Many Bones avec cette boîte-là. Il y avait aussi cet autre paquet de cartes, toujours dans la même qualité, plastifiées. Les cartes, elles aussi, sont plastifiées. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Eh bien, c'est l'intégralité des cartes de scénario. Les cartes scénario générales, si vous jouez donc à 2, mais si vous utilisez aussi ce paquet-là pour jouer à 3 ou à 4 avec d'autres boîtes. On a les cartes spéciales qu'on mettrait peut-être dans notre paquet d'aventures qu'on constituerait en début de jeu en fonction des choix que vous ferez sur les autres cartes. On a aussi les cartes d'aventure, de scénario pour le mode solo, qui sont un petit peu moins nombreuses, mais tout aussi bien fichues. Les cartes spéciales pour débuter l'aventure, ici elles sont numérotées en bas. L'aventure, autant dans la première boîte nous demandait toujours de prendre les 3 premières cartes spéciales, ici il y en a une dizaine, il y en a 8. Et on devra prendre une de ces cartes-là au hasard pour constituer la toute première phase de notre aventure. Et on prendra une carte au hasard de la carte de 5 à 8 aussi. On en prend une de chaque. Et ça va constituer le tout début de notre aventure. Et ensuite, pour savoir combien de cartes vous allez devoir fournir dans votre paquet d'aventure, eh bien là, je vous laisserai regarder la vidéo que je vous ai proposée spécialement dédiée à ce jeu pour savoir comment le constitue. Et les dernières cartes, ce sont les cartes dédiées à nos ennemis qui interviendraient justement dans ce paquet d'aventure. Et là, pas de surprise, il y a toujours cette qualité-là qui est au rendez-vous. La couleur bleue, c'est la même couleur que les cartes des ennemis. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour bien jouer. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans cette grosse boîte Too Many Bones? C'est un jeu de rôle, certes, mais c'est un jeu de dice building. On va construire notre personnage avec des dés pour peaufiner un petit peu ses capacités, ses professions, sa force, sa puissance, sa défense, sa dextérité, etc. Et bien sûr, on va retrouver ces dés-là, qui sont toujours rangés dans leurs petits opercules. Les dés donc d'attaque et de défense, je pense que ça, vous connaissez, vous maîtrisez. On a ensuite les dés de compétences de nos 2 Gearlocks féminins, donc les roses et les bleus. Les roses, ce sera pour Duster, et les bleus turquoises, ça sera pour Stanza. On va pouvoir les mettre de côté, donc 16 dés par personnage, ça ne change pas de ce qu'on connaît déjà. Ici, pour ceux qui n'avaient pas la boîte d'origine, eh bien on a tous les dés qui nous permettraient donc d'avoir les altérations d'état qu'on donnerait aux ennemis, mais que les ennemis aussi pourraient nous donner. Ils sont tous ici. Les dés d'initiative, ça on les connaît. Et les dés spécifiques à chacun des gros boss de l'aventure. Ici, les dés pour débloquer les coffres qui seraient verrouillés. Et voilà, et les dés d'initiative, ils sont ici. Ça, c'était l'initiative des ennemis. Ça, c'est l'initiative pour nos personnages. Le D6 qui va intervenir notamment pour le placement des ennemis bien spécifiques de cette boîte-là. Et un petit galet transparent de très bonne facture aussi pour se déplacer le long de la carte. La carte n'est pas fournie dans cette boîte-ci. Il faudrait peut-être avoir l'autre version pour pouvoir s'y référer. Ensuite, le cœur du jeu peut-être, c'est tous les jetons. On a tous les jetons qui sont à l'intérieur, toujours protégés par ces boîtes-là. On n'a pas de risque de les abîmer. Avec donc les ennemis classiques qu'on connaît ici, les ennemis de niveau 1, de niveau 5, de niveau 20, on ne va pas y revenir. Les jetons de personnages, il y en a 2 roses, 1 bleu, et ça c'est le compteur d'aventure pour les journées qu'on ferait. Pourquoi rose, il y en a 2? Eh bien tout simplement, on le verra après, parce que Duster, elle a un compagnon d'aventure qui est son loup. Elle a été recueillie par des loups, donc elle pourrait les invoquer aussi, et qui permettrait donc de combattre à ses côtés, alors que Stanza, elle est unique. En ce qui concerne les boss, il y a tout ça, il n'y a pas autant de boss, on en a un, bon, ça c'était la reine gobelet qu'on avait vu, le gorille qu'on a vu aussi. Regardez-moi cette qualité graphique, elle est quand même exceptionnelle encore une fois.
Tiens, lui, il doit faire partie de notre famille de Gearloc, un dragon classique, mais aussi, ça nous fait penser un peu à Pirates des Caraïbes, avec l'ensemble de ses tentacules. J'imagine que le combat risque d'être un petit peu difficile. On a des jetons spécifiques aussi marron, parce que l'aventure va se dérouler dans l'eau. Sur la boîte, on en parlait tout à l'heure, on voit qu'il y a un radeau, et bien on va le voir juste après, ben, ce radeau pourra être peut-être endommagé. Et les dommages qu'on mettrait sur ce radeau, bien ça sera représenté par ces jetons-là. Mais ce qui fait aussi le cœur du jeu, le cœur de ce jeu, de cette extension, mais aussi, comme je vous le disais, de ce standalone, c'est les deux catégories d'ennemis particuliers qu'on pourra rencontrer. Il y a tout d'abord les Krelln, K-R-E-2-L-N ou Krellen, je ne sais pas comment on peut le dire. Ce sont des jetons bleu turquoise et qu'on pourra donc rencontrer au fur et à mesure de l'aventure, mais surtout quand ce sera des parties dites aquatiques, parce que ce sont des ennemis aquatiques. C'est représenté par ce tout nouveau logo juste ici, et il y aura une mise en place particulière, c'est-à-dire que si on doit les intégrer dans notre banque d'ennemis, hein, je ne reviens pas sur ces règles pour savoir comment on va définir le nombre d'ennemis, je vous laisserai cliquer sur la vidéo que je vous ai proposée spécialement encore une fois, et bien ceux-ci, si on doit les intégrer, eh bien ils seront toujours au-dessus, ils seront toujours en première position, c'est-à-dire qu'ils apparaîtront donc en premier. Ils pourront être ajoutés ou inclus dans la banque d'ennemis. Ça dépendra du texte qu'il y aura en fonction de ce que vous rencontrerez. Et l'autre type d'ennemis, regardez, cette fois-ci, ce sont des jetons noirs qui sont peut-être difficiles à distinguer des bleus de prime abord, mais ils sont noirs et les noirs, ça nous fait penser à la ferraille, à l'acier, et bien ça tombe bien parce qu'ils s'appellent les mechs. C'est des ennemis type mécanique, et par exemple celui-ci en a parfaitement l'exemple, représenté par ce logo ici. Les mechs, eux, contrairement bien aux autres ennemis qu'on vient de découvrir là, et bien ceux-ci, s'ils doivent être ajoutés dans votre banque d'ennemis, et bien ils devront toujours cela être disposés en dernier. Ils apparaîtront donc en dernier. L'autre particularité de ces ennemis mécaniques, les mechs, et bien c'est qu'ils sont d'acier et donc ils sont immunisés comme dans les jeux de rôle contre la plupart des altérations d'état, que ce soit le poison, la faiblesse, bien sûr les saignements, la fatigue, etc. Ils sont immunisés contre tout ça, donc ils risquent d'être difficiles à combattre et leur défense, on peut le voir ici, est quand même conséquente également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien on a bien sûr nos petits jetons de poker pour symboliser les PV qu'on aurait, que ce soit nos PV à nos héros, mais aussi aux ennemis. Là, je les ai pas, j'ai pas enlevé le plastique parce que j'utilise déjà ceux de la boîte principale, et aussi les marqueurs pour savoir la position des ennemis, que là aussi je pouvais utiliser, qui sont strictement identiques à la boîte de base. Je pense que c'est ce que vous attendiez aussi, hein. Ben voilà, on a aussi les tapis, toujours dans cette qualité néoprène magnifique. Vous voyez, la disposition du plateau est un petit peu différente, et surtout, elle est cette fois-ci recto verso, avec deux versions, une version dite plutôt de plaine, et ici une version plutôt aquatique avec ce radeau. Les personnages, bien sûr, avec Stanza, dans son bleu turquoise, toujours dans cette qualité juste parfaite, c'est tressé, c'est tissé sur les côtés, donc pas d'inquiétude, vous ne pourrez pas les abîmer. Stanza, on va le voir, c'est quand même un personnage très particulier à manipuler, et elle va manipuler, c'est ce qu'on voit ici, un luth, et donc un instrument de musique qui va pouvoir aussi infliger des dégâts. Il va falloir surtout jouer de la musique pour bénéficier d'effets qui pourraient interagir sur nous, sur notre ami, sur nos compagnons d'aventure, mais aussi, et bien sûr, hein, sur les ennemis. Et Duster, qu'on avait rencontré déjà dans la boîte principale, c'est ça aussi qui est original, qui, comme je vous le disais, est accompagné de son loup, Nightshade, qui pourra nous aider dans cette aventure trépidante. Et là, c'est rose fuchsia, bien flashy. Bien sûr, on découvre tout en bas de la boîte eh bien, le guide de référence pour l'aventure. Ça, c'est exactement le même que dans la boîte de base, avec l'intégralité des actions spécifiques des ennemis sur lesquels il faudra se référer et bien comprendre ça pour bien jouer à ce jeu, et les deux fiches d'aventure donc pour nos deux personnages, et on le voit que Duster semble quand même plus facile, comme je vous disais, à utiliser que Stanza, et on va découvrir, si vous le voulez bien, eh bien comment utiliser ces personnages et les différentes façons d'utiliser les plateaux de jeu. C'est parti! Avant d'aller un petit peu plus loin et de découvrir donc les deux personnages de Undertow, eh bien je vous propose de voir un petit peu les particularités des différents tapis de jeu, donc comme on l'a vu tout à l'heure, le radeau et la version plus pleine de l'autre côté. On va commencer donc par le radeau. Donc cette fois-ci, la jauge d'initiative, hein, elle n'est pas sur le côté, elle est plutôt en haut, ça bon, c'est anecdotique, mais surtout, vous le voyez, la disposition des ennemis, qu'ils soient en combat rapproché ou en combat à distance, eh bien c'est pas du tout la même position des ennemis dits
classique, parce qu'on retrouve aussi sur le côté, vous voyez, des petits encarts qui nous permettront justement de positionner les ennemis dits aquatiques, les Krellen, si on devait les piocher. Je vous rappelle que s'ils devaient être inclus dans votre bataille, ils seront toujours au-dessus, jamais au milieu, jamais à la fin, mais toujours ce sera les premiers qui apparaîtront. Disons que voilà, moi je me suis positionné ici, et que ma copine Stanza, elle s'est mise juste ici, on pioche, on découvre donc ce personnage-là, hein, c'est bien un personnage aquatique, et donc il va se développer uniquement dans l'eau, et ça c'est très important. Pour savoir quelle va être sa position de départ, eh bien on va tout simplement lancer le D6 pour pouvoir le positionner à son endroit adéquat, à l'extérieur du radeau. C'est un animal, c'est un ennemi aquatique, donc il sera toujours dans l'eau. Hein. J'ai pas mis le nombre de PV, hein, pour revenir pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça c'est le nombre de PV, donc on mettrait 5 jetons rouges pour définir ses points de vie. Ici c'est sa jauge d'initiative, donc on prendrait, sachant que c'est le premier ennemi, hop, son initiative serait de 2, on pourrait le mettre juste ici par exemple. Ici le nombre de dés qu'il jetterait, sa classe, la cible qu'il ferait, c'est-à-dire ici l'ennemi le plus faible, son type d'attaque, c'est au corps à corps, et les pouvoirs, les capacités qu'il pourrait utiliser, qui sont définies dans le guide de l'aventure qu'on a vu juste il y a quelques secondes. Donc ici, j'ai lancé un 3, donc je le positionnerai sur la place numéro 3. Quand ça sera à son tour de jouer, on regarde s'il y a un personnage à côté. Si ce n'est pas le cas, il ne va pas se déplacer de manière classique, c'est un animal aquatique, mais il va passer sous le radeau d'une certaine façon pour se positionner sur l'emplacement suivant. Si j'étais à 3, je passe donc à 4. Si sur cette nouvelle position-là, il n'y a toujours aucun allié de notre côté qui serait positionné à côté de lui pour pouvoir le combattre, eh bien à ce moment-là, il va infliger potentiellement des dégâts à notre radeau. Pour cela, eh bien, il va quand même faire son jet d'attaque pour voir s'il inflige un dégât. Si c'est une réussite, c'est là que vont intervenir ces jetons-là. Regardez, c'est très bien simulé par les dessins, c'est un dégât de bateau. Et donc on va définir un endroit qui serait difficile d'accès pour nos gearlocks. À savoir que si on doit imposer un 5e dégât de radeau, les jetons il n'y en a que 4, un que j'ai positionné ici et les 3 autres qu'il y a dans la boîte. Donc si je ne peux pas placer de 5e jeton, eh bien la bataille est perdue et on regardera les conséquences de notre défaite. Donc il va falloir bien prendre en considération le placement des ennemis et aussi leur déplacement futur, car ils se déplaceront toujours vers l'emplacement suivant en début de leur tour, en tout cas s'il n'y a pas de cible à proximité. La particularité de ces dégâts, c'est que si un gearlock va vouloir se déplacer pour affronter un ennemi, disons que par exemple il y avait un autre dégât ici et que je veux affronter lui pour qu'il évite de se déplacer et fournir d'autres dégâts, disons que je voulais utiliser Duster pour me déplacer jusqu'à l'ennemi pour éviter qu'il se déplace au prochain tour, j'ai mes 2 déplacements dits gratuits classiques et habituellement je pouvais dépenser une dextérité pour ne pas lancer un dé par exemple, mais pour avoir un déplacement supplémentaire. Et bien ici, comme le radeau est endommagé, et bien cette fois-ci ça ne me demandera pas qu'une dextérité, mais 2. Donc vous voyez, ça va complexifier un petit peu la façon dont on va mener aussi les combats à terme, et il va falloir essayer en tout cas de ne pas se faire endommager les radeaux, parce qu'on n'a aucune possibilité de restaurer notre bateau une fois qu'il a été endommagé. Si par une raison quelconque, souvent sous l'effet de capacité ennemie, mon personnage, comme ici, Duster, se retrouve dans l'eau. Bien sûr, moi j'ai pas les capacités de pouvoir me mouvoir facilement dans l'eau, donc je vais devoir obligatoirement remonter sur mon radeau. Et bien pour pouvoir faire ça, je vais devoir obligatoirement dépenser aussi une dextérité, ça ne fait pas partie de mes mouvements de base. Et bien sûr, si mes radeaux étaient complètement endommagés, et bien vous l'avez compris, je vais devoir dépenser obligatoirement 2 de dextérité et donc aussi moins jeter de dés pour cette action-là. Donc ça risque de complexifier vraiment, comme je vous disais, cette prise de position sur le terrain. Bien sûr, comme je suis un gearlock, je ne peux pas aller volontairement dans l'eau, et si les ennemis devaient se retrouver par une action quelconque sur le radeau, eh bien la première chose qu'ils vont devoir faire, c'est d'abord se déplacer sur la case la plus proche de leur position initiale vers un coin d'eau qui puisse un petit peu se réhydrater. Vous vous posez peut-être la question comment on va définir que ce plateau-là ou l'autre plateau doit être mis en jeu. Eh bien ça sera tout simplement représenté avec ce logo, donc les petites vagues, et quand on va faire une action, donc ici un combat, eh bien ça va nous dire utiliser tout simplement ce plateau aquatique. Par contre, s'il y avait ce petit logo-là, hop, juste ici, ce ne sont pas les vagues, c'est l'autre type de logo, et bien cette fois-ci, je vais retourner le tapis pour arriver sur celui-ci que je vous propose qu'on découvre ensemble. Ici, il n'y aura pas d'ennemis aquatiques, ce seront surtout les mecs qui vont avoir un petit peu la position, l'avantage de position. Comme
pour les ennemis, les Krellen, et bien ici les mecs, si on doit en tirer un, hein, pour rappel, ce sera toujours les derniers ennemis s'ils devaient constituer votre banque d'ennemis, et bien on lancera le dé, ici c'est un 1, et je vais donc positionner cet ennemi là, avec ce nombre de PV, que je ne simule pas ici, je vais le positionner simplement sur la case numéro 1 du côté. Cette fois-ci, ils ne vont pas passer sous le radeau, eux, ils vont commencer leur début de tour à cette position-là, ils ne vont pas se déplacer en diagonale dans les extrémités, non, ils vont simplement débuter leur tour ici, avant de pouvoir se déplacer et attaquer selon leur propre capacité. Et comme je vous le disais pendant l'ouverture de la boîte, eh bien, ces ennemis-là, ils sont mécaniques, ils sont donc immunisés contre la plupart des altérations d'état. Ces altérations d'état contre lesquelles ils sont immunisés, ça sera le poison, la faiblesse, la terreur, l'immobilisation, les saignements, mais aussi la fatigue. Donc ils risquent d'être très pénibles à éliminer, surtout que généralement leur défense est quand même assez soutenue, donc ça va amener un peu plus là aussi de challenge dans votre aventure. Venons-en maintenant au personnage, dont on va commencer par Duster, qui est, comme je vous le disais, la plus simple des deux Gearloc qu'on pourra manipuler dans cette nouvelle boîte là. Duster, elle a 3 de vie, 3 de dextérité, donc d'emblée elle pourra jeter quand même pas mal de dés, 2 d'attaque et 1 de défense. Elle a 4 professions différentes qu'elle pourra établir au fur et à mesure de vos parties, qui sont à chaque fois définies par la petite étoile pour débuter cette profession comme dans la boîte de base. C'est-à-dire que si je veux commencer par exemple avec la profession de Wolf Sister, je vais devoir commencer ici et pas forcément sur le côté gauche, alors que la rouge, je vais commencer ici pour ensuite déplacer mes dés ici, le violet on commencera ici et les jaunes c'est ceci. Bien sûr, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien, chaque dé sont numérotés et donc par exemple si je veux débloquer le Promise of Prey, le dé numéro 14, eh bien je prends tout simplement le dé numéro 14, je le positionne ici et quand je voudrais l'utiliser pendant ma partie, eh bien ça fera différents effets. Si Duster, sa principale capacité c'est quand même de pouvoir combattre à proximité, d'avoir des combats de mêlée on va dire, elle pourra aussi développer des dégâts à distance, notamment quand elle va développer Throwing Knives, c'est-à-dire les couteaux à lancer, qu'on pourra débloquer et donc infliger des dégâts à distance même si c'est pas sa fonction première. La dague de Duster, elle permettra d'infliger d'importants dégâts de saignement, donc des dégâts qui apparaîtraient au tout début des tours des ennemis si on arrive à infliger ces dégâts là, jusqu'à la Vibro Blade, ça va faire vibrer sa lame et donc ça pourra infliger toujours plus de dégâts, notamment aux ennemis mécaniques qui ont une carapace quand même qui est difficile à franchir. Si on décide de basculer plutôt sur la capacité, la profession jaune, qui est nommée Gadgeter, elle va créer des objets. On pourra, par exemple, utiliser une bouteille de fumée pour essayer de s'échapper de situations qui seraient un petit peu périlleuses. Les micros un peu, mais surtout les décels, si on arrive à constituer l'ensemble de ces dés-là, qui va nous permettre de potentialiser toujours plus nos armes qu'on mettrait à disposition pour les attaques, notamment en infligeant des dégâts de stun qui immobiliseraient, si on y arrive, les ennemis, et qui fonctionnent, comme on peut le voir, je crois que c'est ce dé-là, c'est le dé numéro 11, et qui fonctionne dans une sorte de compteur de tours, et qu'on pourrait donc diminuer, on les mettrait dans les débloqués, pour ensuite diminuer progressivement jusqu'à qu'il n'y ait plus de capacité de blocage. Les consommables, ils sont toujours sur le côté, mais ce qui fait la particularité de ce personnage, c'est qu'elle pourra invoquer un loup, qui est là en début de manche à chaque fois, mais dont on pourra augmenter les capacités si on développe la profession de sœur des loups, Wolf Sister. Par exemple, avec la Ferocity, ça augmenterait les capacités d'attaque de personnages, mais si on arrive jusqu'à le mâle alpha, l'alpha wolf, le loup alpha, et bien là, ça augmenterait encore plus ses points de vie au début de sa manche, parce que si il peut se déplacer et attaquer comme notre personnage principal, il a seulement 2 points de vie, donc il pourrait être facilement déstabilisé et détruit par nos ennemis. Bien sûr, notre loup, il a aussi son propre dé d'initiative, qui pourra être seulement un dé de 3 ou un 6, donc plutôt rapide quand même, qu'on pourra positionner justement ici pour pas l'oublier. Mais ce qui fait quand même la force et la particularité de Duster, c'est ses capacités violettes dites survivalistes. Et on commencera toujours forcément par le Fleet and Tinder, qui nous demandera donc de jeter ce dé-là, et on se réchauffe d'une certaine façon au coin du feu, et ça sera pendant la phase de recouvrement, à la fin donc du combat, en fonction du nombre qu'il y aura inscrit, on pourra soigner automatiquement un des personnages, voire aussi notre loup. Mais si on souhaite développer encore plus ses capacités de survivaliste, on pourrait même arriver ici à un feign death, c'est-à-dire qu'on va tromper la mort, et donc on pourrait peut-être survivre à un coup du sort, et si
on arrive à survivre à ça, on va le bloquer, ce dé-là. Si on arrive sur ces phases-là, on gagnera des points de vie immédiatement, mais si on est sur ces phases-là, eh bien on pourrait survivre à la mort, auquel cas on utiliserait ce dé. Les dés qui sont utilisés, ils passent dans la défausse juste ici, et on recouvrerait immédiatement 2 points de vie, mais surtout on serait intouchable pour le prochain tour de jeu, et donc les ennemis ne pourraient pas nous focus. Et on pourra tout aussi bien accéder via cette profession-là à la Vibroblade, comme on l'a vu, pour infliger des dégâts aux ennemis, notamment mécaniques. Donc Duster, c'est pas un personnage qui est forcément difficile à utiliser, comme c'est précisé ici. En coop, elle va infliger quand même des dégâts avec ce double personnage, avec le loup, ça va amener un peu plus de force, de frappe, et même pour le mode solo, elle est plutôt facile à utiliser. Bien sûr, comme d'habitude, vous avez le petit guide ici pour commencer, pour bien débuter avec les différents personnages. Et on n'a pas parlé du talent inné de Duster, qui est Shadow Dweller. Elle est tapie dans l'ombre d'une certaine façon, et elle pourrait commencer à n'importe quelle position sur la map, pas forcément sur les endroits définis pour les héros, et elle commence aussi, comme on l'a vu, avec ce dé là qui définirait l'initiative de notre loup, sachant qu'il pourrait prendre position directement sur la map si et seulement si il a l'intégralité de ses points de vie en début de partie. Sinon il va falloir trouver une manière de lui restaurer des points de vie pour peut-être le mettre sur la map. Ça, c'était pour Duster. Passons maintenant à Stanza, avec la petite note de musique. On pourrait en français, bien sûr, tout ceci est en anglais, mais bien sûr que la VF arrivera si vous décidez de financer et de participer en tout cas à cette campagne-là. Stanza, on pourrait donc le traduire par strophe d'une certaine façon. Il débute quand même avec pas mal de points de vie, une dextérité identique à Duster avec 3, seulement 1 d'attaque et 1 de défense. Et on va débuter, c'est son talent inné, avec Songsmith. Songsmith, c'est la particularité de ce personnage, c'est qu'elle va devoir diffuser, créer d'abord des musiques et ensuite les potentialiser au fur et à mesure, au risque que ces chansons fassent un petit peu un bide et qu'on doive défausser ces dés. Il va falloir bien comprendre ça. Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible cette particularité. Donc Songsmith, c'est celui-là, c'est le dé numéro 6. Donc on prend le dé numéro 6 et on va pouvoir le positionner, hop, juste ici. Ce dé-là, c'est un dé dit de concentration d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en début de manche, en début de combat, on va devoir lancer ce dé et ça va définir la concentration que ce personnage-là va pouvoir mettre à contribution à chacun de ses tours pour diffuser de la musique. Donc là, j'ai fait un 3, je peux le positionner ici, et donc pour toute la manche, j'aurai cette concentration-là. Ensuite, en fonction des musiques que je souhaiterais déployer pendant mon jeu, c'est-à-dire les différentes professions qui seraient folk singer, emo screamer, music therapist ou metalhead, c'est ce qui nous permettrait notamment d'infliger des dégâts, parce que là, son instrument, le luth, il fait aussi office de hache, il a un bord qui est quand même assez tranchant juste en dessous. Chacune de ces musiques va avoir un effet différent. Comme c'est un petit peu compliqué, je vais essayer de vous aider en essayant de définir l'anatomie d'un dé pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre. Donc ici, en haut à gauche, c'est facile, c'est le numéro du dé, l'emplacement sur lequel on devra le mettre sur notre tapis de jeu. On a ensuite, dans le coin supérieur droit, on a une lettre avec une couleur. Cette lettre et cette couleur va changer au fur et à mesure de l'évolution de ce dé, parce que ça va pouvoir cibler différentes catégories de personnages. Par exemple, avec le S bleu, ça va être quelque chose qui va me toucher uniquement, voilà, si je contrôle ce personnage de Stanza. Le P, ça sera pour Party, c'est-à-dire que ça va s'appliquer à tout le monde sur le champ de bataille. Le T, ça serait donc la cible qu'on choisirait d'attaquer. Le B, ça serait que sur les ennemis. Et avec le A, ça s'appliquerait à tous les personnages sur la map, sans les compagnons, car les compagnons, ça serait aussi avec, s'il y avait marqué le P, à Party. Ça, c'était pour le coin supérieur droit. Ensuite, on a le coin inférieur gauche. Et si on regarde, regardez, c'est les mêmes notes de musique qui seront représentées. C'est-à-dire que si je souhaite utiliser ce dé et le placer dans ma zone active qui est quand même bien fournie, c'est-à-dire que je souhaite d'une certaine façon chanter cette chanson, c'est le Rhythm and Motion, eh bien je vais pouvoir dépenser de manière factice, parce que j'en ai 3 à dépenser, comme je l'aurais défini en début de manche, eh bien je pourrais le placer pour 1. Et je le placerai forcément sur cette partie-là. C'est le début de ma chanson, c'est ce qu'on appelle l'intro. Parce que les chansons, on va devoir les faire évoluer au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire qu'on commencera toujours par la section 1, comme c'est précisé ici, l'intro, donc la face numéro 1. Les faces, ça sera toujours la première chose qu'il sera marqué sur les dés. Et ensuite, on devra les faire avancer progressivement dans leur face. Ça nous donnera plus de force d'attaque, mais aussi ça changera donc les cibles potentielles de cette musique.
Si à un moment donné je ne peux plus dépenser le coût de cette action-là, c'est-à-dire que là si je commence ici, je devrais dépenser 1 de concentration, ici pour passer à cette phase-ci, ça sera toujours 1 de concentration, là ça sera 1, mais ici on passera rapidement à 2, c'est à l'envers, hein. Mais si je ne peux pas dépenser ces deux-là, eh bien la chanson est un échec et elle basculera automatiquement dans la défausse. Donc le but ça va être eh bien d'avoir suffisamment de capacité de concentration pour pouvoir potentialiser nos chansons. À vous de voir si vous voulez chanter plusieurs chansons en même temps. Mais revenons juste ici. Donc ça sera la capacité unique du dé, je ne reviens pas dessus. Mais ce qu'on a juste ici, ça sera une capacité autre. C'est-à-dire que si je souhaite dépenser ce dé, non pas pour le positionner ici et ensuite le faire évoluer au fur et à mesure pour déclencher ces actions-là, je peux très bien dire, eh bien moi, je veux augmenter ma capacité de concentration. Donc je lance le dé et cette fois-ci, je vais regarder non pas ceci, mais la petite note qu'il y a en bas à droite cette fois-ci et ça va m'augmenter de manière éphémère ma capacité de concentration peut-être pour lancer d'autres dés et potentialiser ces actions-là de chant et d'avancer toujours plus dans mes actions de musique. Vous voyez, c'est quand même assez particulier. Donc soit je le positionne sans le lancer ici selon la concentration que j'ai, sachant que je serai obligé d'avancer dans ma chanson au risque que cette chanson n'arrive pas à faire son effet maximum et je devrais le mettre dans la défausse. Mais à tout moment, je pourrais aussi décider de faire l'action vamp. L'action vamp, c'est que sur une seule des phases de dés, sur chacun des dés de musique, il y a cette face-là. On va mettre en échec de manière éphémère cette chanson-là. Je positionne donc le dé sur cette face-là, qui me dit que de toute façon, ma chanson est en pause d'une certaine façon. Et pour débuter le tour d'après, eh bien, je le positionnerai sur sa face de départ pour commencer la chanson à sa phase d'introduction. Donc vous voyez, c'est quand même très particulier comme utilisation de dés, sachant que eh bien, les musiques vont avoir différents effets que je ne vais pas, déployer ici parce qu'elles sont assez complètes quand même à utiliser. C'est référé juste ici, hein, c'est quand même une difficulté en coop qui est quand même là. Elle est très intéressante parce qu'elle va avoir un effet sur, comme on l'a vu, potentiellement sur l'intégralité de la map, sur tous les amis, sur tous les ennemis, redonner des points de vie, infliger des dégâts d'étourdissement par exemple, etc. C'est quand même un personnage qui est particulier à utiliser mais qui est très plaisant aussi et je suis sûr que les joueurs aguerris de Too Many Bones y trouveront forcément leur plaisir. On a toujours les deux petits consommables qui sont ici, le luthier string, les cordes de luth qui nous permettraient d'avoir toujours plus de bones. Il a quand même pas mal de bones sur ces faces-là, entre 3 et 4. Et quant à l'amplificateur ici, qui est un consommable qui nous permettrait donc d'augmenter notre capacité de concentration et donc notre capacité à pouvoir faire des chansons. Donc au final, Too Many Bones Undertow, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est une excellente extension, c'est un excellent standalone, même si personnellement, j'aurais pas forcément aimé et apprécié ma découverte de l'univers de Too Many Bones avec cette boîte-là, car les personnages sont quand même assez techniques, surtout Stanza. Les plateaux de combat, il y en a deux, il va falloir moduler avec ça. Les déplacements des ennemis, ça change un petit peu la donne. Donc je pense que c'est plus une excellente extension qu'un standalone appréciable, mais en tant qu'amateur de jeu, je pense que tout le monde pourrait y trouver son compte finalement. La qualité du matériel, c'est du standard, hein. Chips Theory Game, ils nous ont habitués toujours à ce standing au niveau de son matériel avec pléthore de dés, avec pléthore donc de jetons aussi de chips qui sont d'excellentes factures. Les tapis sont quasiment indestructibles, les cartes et les fiches techniques d'aide de personnages, tout ça c'est plastifié, donc aucun doute sur cette qualité là. J'espère que vous avez pu apprécier aussi avec les images que je vous ai proposées. Voilà, cette qualité matérielle, et je vous l'assure, c'est quasi indestructible. Bon, en tout cas, si vous arrivez à faire défaut à ce jeu, c'est que vraiment vous en voulez, quoi. Et bien voilà les amis, j'étais ravi de vous présenter donc cette toute nouvelle vidéo avec Undertow. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, les pouces, les likes, les commentaires, on partage aussi tout ça. Et je vous laisse vous abonner si ça n'a pas déjà été le cas en activant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui apparaîtront sur la chaîne. Et moi, je vous laisse avec ceci, le catalogue de vidéos qui apparaît juste à côté, pour aller checker et regarder les dernières vidéos que je vous ai proposées dernièrement sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!